Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans cette édition du 13 octobre 2021, dont voici les principaux titres. La Belgique et l'assassinat de Rwagasore, c'est le titre du livre sorti à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi. L'auteur du livre évoque la responsabilité de l'État belge et des Burundais. Vous allez l'entendre tout à l'heure. C'est le 13 octobre également que la famille du journaliste Christophe Nkezabahizi a été décimée au Burundi. Les journalistes et les proches de feu Nkezabahizi réclament toujours justice 6 ans après. Et le prix officiel du ciment Buseko n'est toujours pas respecté. En mairie de Bujumbura, ce ciment est vendu clandestinement et à un prix élevé. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est le 13 octobre et le Burundi commémore le 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Les cérémonies ont débuté par une homélie dirigée par le curé de la cathédrale Regina Mundi, Félix Fupi. Il y a eu ensuite le dépôt de gerbes et de fleurs au mausolée du prince Louis Rwagasore par le couple présidentiel et d'autres hautes autorités du pays. À Gitega, le même rituel a également été observé. Dans la capitale politique, les cérémonies ont commencé par une messe en mémoire du prince Louis Rwagasore, la messe qui a été célébrée à la paroisse Saint-Sacrement de Rukundo. Des gerbes de fleurs ont également été déposées à son monument par le gouverneur de cette province et d'autres autorités administratives, policières, militaires et différents leaders politiques. Selon le MAP Burundi, les Burundais n'ont jamais respecté l'héritage de l'unité et de la bonne cohabitation de l'héros de l'indépendance. Le président du mouvement d'action patriotique Emery Pacifique Igiraneza indique que la conséquence est que le pays a plongé dans des crises répétitives et que le peuple ne cesse de se paupériser. Écoutez, Pacifique Igiraneza, c'est le président du MAP Burundi. Inyuma y'imyaka 60 abarundi dusa n'abataye n'ikigazuzo iryo ragi ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ubumwe n'umwumvikano yifuza bwasubiriwe n'inzira. Après 60 ans, les Burundais ont rejeté l'héritage du prince Louis Rwagasore. L'unité et la cohabitation qu'ils voulaient ont été remplacées par des chicaneries ethniques, interprovinciales et des partis politiques. La paix qu'ils voulaient a été remplacée par la guerre, le génocide et des assassinats ignobles. Son souhait du respect pour le pays a été changé en mépris et le pays a perdu son honneur dans le concert des nations. La justice n'est plus équitable. Elle est utilisée pour opprimer les citoyens. Le développement a été remplacé par la pauvreté et la famine. Il n'y a pas de leadership. Les autorités se contredisent dans leurs propos, ne sont pas fidèles à leurs promesses et elles appellent cela la politique. Au lieu de penser à l'intérêt du pays, les dirigeants actuels ne font que s'enrichir et le peuple n'a pas de secours. Il n'a personne pour les aider à se développer. Aujourd'hui, le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres au monde. 70% des Burundais vivent dans une extrême pauvreté. Ubashikira aho bashaka babura ubashikana kuri ya mahoro n'iterambere birama. Uno munsi igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vya nyuma bikenye cane kw'isi. Abarundi ibice 70% baba mu bukene burengeye urugero. Le président du MAP Burundi Buhire, Emery Pacifique Igiraneza, a été repris en français par notre confrère Éloge Divin Remesha. Pour les jeunes, le prince Louis Rwagasore a montré un bon exemple de patriotisme, surtout aux jeunes burundais. Karen Kelly Inarukundo, présidente du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB, un sigle, appelle les jeunes burundais à s'éveiller pour s'autodévelopper comme c'était le souhait du prince Louis Rwagasore.
icambere ho twovuga ku mugwana Rudoviko Rwagasore incungu yo kwikukira ku Burundi nk'ugwaruka guno musi ico tumurabe. Premièrement, la leçon qu'on tire de la vie du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi, c'est qu'à son âge, l'âge que la plupart de jeunes ont aujourd'hui, il a eu des rêves pour notre pays et il a lutté pour ses rêves jusqu'à la mort. Mais ces rêves ont été réalisés car on a eu l'indépendance, ce qui était le plus important de ses rêves. Cela montre que s'il n'était pas tué, il aurait accompli tous ses rêves. En tant que jeune, cela nous encourage beaucoup car le prince Louis Rwagasore a été un bon modèle. Deuxièmement, il a laissé un héritage d'amour patriotique à tous les Burundais, surtout aux jeunes, qui est celui de se mettre ensemble dans l'unité pour se développer. Par exemple, c'est lui l'initiateur des coopératives de développement au Burundi. Autre chose, c'est que tout Burundais doit suivre ce bon exemple d'amour patriotique, car il n'a considéré pas sa vie aisée que son rang social lui offrait, comme il était fils du roi. Mais il a voulu aider les Burundais, trouver solution aux problèmes qui gangrénaient le pays à cette époque, même s'il savait que ça peut lui coûter la vie. Alors ce que je demanderai aux jeunes Burundais, c'est qu'ils commencent à s'autodévelopper, qu'ils sachent que personne ne viendra le faire à leur place, qui s'adonnent à la lecture, à créer des services, faire des métiers, faire des voyages pour enrichir leurs connaissances, qu'ils utilisent leurs dons et talents pour se développer. En plus de ça, que ces jeunes aient un cœur d'humanité et de dignité. Cela leur permettra d'arriver à leur but, qu'ils se débarrassent du comportement de persécuter les autres, de piller les biens d'autrui, car ça ne les mènera nulle part, ni ne les apportera quelque chose, si ce n'est que la malédiction. Atari umuvumo gusa baba bariko barikwegera no kubabo ntacupfa ushitseko. Karen Kelly Inarukundo, c'est la présidente du mouvement international pour la jeunesse burundaise et la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi coïncide avec la publication d'un livre établissant le rôle de la Belgique. Dans son livre intitulé La Belgique et l'assassinat de Rwagasore, Ludovic, de nationalité belge, soutient que la tutelle belge a toujours dissimulé les résultats de l'enquête sur la mort de Rwagasore pour ne pas compromettre ses intérêts diplomatiques. Suivez Ludovic, auteur du livre La Belgique et l'assassinat de Rwagasore. Il a été interviewé par nos confrères de la Radio France Internationale. La diplomatie belge préfère de ne pas toucher à cet assassinat parce que la diplomatie belge, elle essaie de promouvoir la démocratie, la paix, le droit de l'homme et pour elle, ce serait vraiment très embarrassant de devoir reconnaître qu'elle-même a donc des crimes d'État parce que ça va certainement nuire aux intérêts et aux relations internationales de la Belgique. L'enquête de cet assassinat était aux mains de la tutelle, donc du colonisateur. Et pendant toute cette enquête, le rôle de la Belgique a été escamoté. Il y a des indications extrêmement concrètes et graves sur le rôle de la Belgique et c'est grâce à une enquête qui est restée secrète. Et c'était une enquête parallèle qui a été faite à Bruxelles. En Belgique même, il y avait eu 3 réunions du cadre colonial au Burundi dans les jours qui ont suivi les élections qui ont été gagnées par Rwagasore. La conclusion a été qu'on allait mettre en route un plan pour assassiner Rwagasore. Sur cette 3e réunion, c'est le résident Régnier qui a certain moment a mis la liquidation du prince Rwagasore sur la table comme une solution au problème du pays, quoi. J'ai notamment trouvé dans les archives un télex de la sûreté coloniale qui dit que, en fait, les femmes de tous ces administrateurs coloniaux avaient pris en panique quand ils ont appris ce qui a été décidé à cette réunion et ils voulaient même, à un certain moment, alerter la presse. Donc, c'est tout à fait clair que tout ce cadre colonial était d'accord, et ce qui est sûr, c'est que le roi Baudouin voulait absolument sauver l'assassin et ses complices. Nous autres, on est impliqués dans cet assassinat, on peut donc pas exécuter l'assassin. On va pas sauver l'assassin et ses complices. Si on fait ça, ça va provoquer des émeutes au Burundi. Cette enquête a été tenue secrète et ce qui est complètement neuf, c'est que maintenant j'ai trouvé les preuves qu'on a éliminé des documents. L'écrivain Ludovic fait également savoir que l'élite burundaise est également responsable de la mort du prince Louis Rwagasore. Il indique aussi que le régime en place veut utiliser le dossier comme monnaie d'échange pour voiler les violations des droits de l'homme qui se commettent au pays.
la responsabilité de la Belgique, elle a d'abord attisé les contradictions à l'intérieur du pays et elle a racialisé ces contradictions. Les frictions entre Hutu et Tutsi, elles ont en quelque sorte été introduites, stimulées par la Belgique en introduisant donc des cartes d'identité, on va mentionner donc des différents groupes de la population. On a organisé les divisions à l'intérieur de l'élite locale. Rwagasore a été éliminé. Un Rwagasore qui, en quelque sorte, représentait le trait d'union entre les Hutus et les Tutsis, ça a donné un libre cours aux frictions et aux haines. Les élites burundaises ont leur responsabilité aussi. Il est tout à fait clair que la Belgique a fortement hypothéqué donc cette indépendance du Burundi. Disons du côté burundais, on a toujours opéré d'une façon assez cynique. Le Burundi, jusqu'à maintenant, elle veut surtout utiliser la menace de commencer une enquête autour du rôle belge dans l'assassinat comme une forme de chantage pour que la Belgique se tait et n'énonce plus des critiques sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Une courte pause et nous parlons politique. Européen. Je vous le disais dans les titres, le 13 octobre, il y a eu également l'assassinat d'un journaliste et sa famille au Burundi. Il y a de cela 6 ans, jour pour jour, le journaliste et caméraman à la radio-télévision nationale du Burundi, Christophe Nkezabahizi, ainsi que sa famille, ont été assassinés en zone Ngagara, commune Nahangwa. C'est dans la municipalité de Bujumbura. Les proches des victimes ne cessent de réclamer la lumière sur ces tueries. Emmanuel Niungeko revient sur les circonstances des tueries qui ont emporté 5 personnes au total. Christophe Nkezabahizi, journaliste et preneur des images à la radio-télévision nationale du Burundi, a été exécuté vers 14h en date du 13 octobre 2015 à son domicile, 6 au quartier 3 de la zone Ngagara. Il a été assassiné avec son épouse Alice Niyonzima, ses 2 enfants Ines Nikura Kamikimana, qui était âgé de 16 ans, Trésor Irakoze, alors âgé de 14 ans, et Evariste Mbonihankuye, cousin de Christophe Nkezabahizi. Les enquêtes de la radio RPA ont révélé que le domicile de feu Christophe Nkezabahizi a été attaqué par des éléments lourdement armés de la police et de la protection des institutions API, une opération qui était dirigée par Désiré Ouamahoro. À cette époque, commandant de la brigade anti-émeute, ont souligné nos sources. Après avoir défoncé la porte de la maison et obligé à la famille de sortir, ils les ont tous exécutés agenouillés à l'intérieur de leur parcelle. Selon des témoignages des habitants de la localité, les forces de sécurité leur ont d'ailleurs refusé de prendre soin des corps de leurs voisins, des corps qui finiront par être amenés par la même police aux environs de 18h. Après ce forfait, la police a annoncé qu'elle était à la poursuite des assaillants qui avaient lancé des grenades dans la localité et que des enquêtes allaient être amorcées. Après 6 ans que Christophe Nkezabahizi ait été tué, la famille, amis et proches continuent à demander de la lumière sur son meurtre et que les auteurs soient traduits devant la justice. Jean-Marie Rezimana, membre de la famille Nkezabahizi, lance un appel au président de la République actuelle de s'activer vu que la justice n'a jusqu'à présent rien fait. Je ne sais pas si on peut attendre quelque chose de la justice burundaise parce que ça fait déjà 6 ans. La famille Christophe Nkezabahizi a été assassinée par des gens qui étaient en uniforme en plein jour. Tout le monde a vu, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est insensé que le gouvernement du Burundi, qui prétend avoir toutes les institutions qui fonctionnent normalement, ne puisse pas connaître ces gens qui ont commis cet acte odieux. J'aimerais demander au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, de se désolidariser avec tous ces gens qui commettent des exactions atroces. Que le président prenne son courage à 2 mains, de manifester sa volonté pour faire des enquêtes justes et équitables, et que ces gens soient traduits devant la justice. C'est très regrettable de voir que durant toutes ces années, rien n'a été fait pour que les bourreaux qui ont exécuté Christophe Nkezabahizi et toute sa famille soient traduits devant la justice. Propos du président de l'Union burundaise des journalistes UBJ en sigle, Alexandre Niungeko, souligne toutefois qu'ils ne s'attendent pas à la justice burundaise tant qu'elle n'est pas indépendante. Mais il a espoir que tôt ou tard, la justice va retrouver son blason. Suivez plutôt Alexandre Niungeko, c'est le président de l'Union burundaise des journalistes.
Cela fait exactement 6 ans que Christophe Nkezabahizi et sa famille ont été lâchement exécutés par les agents du pouvoir de Bujumbura. À l'Union burundaise des journalistes, nous attendons toujours que justice soit faite pour que les criminels qui ont exécuté cette famille soient traduits devant la justice, pour que justice soit rendue. Bien évidemment, nous n'attendons plus cette justice de l'appareil judiciaire burundais qui est prise en otage, qui est prise en étau par le pouvoir, mais nous sommes convaincus que tôt ou tard, cet assassinat ignominieux sera sanctionné. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, la justice retrouvera son blason et frappera contre ceux qui ont exécuté cette famille de notre confrère Christophe Nkezabahizi. C'est une occasion aussi, en cette journée commémorative de l'assassinat de Christophe et de sa famille, d'encore une fois adresser nos sympathies à sa famille, et à ses collègues, à nos collègues, en espérant toujours que, tôt ou tard, justice sera faite. Voilà, c'est Alexandre Niungeko, le président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle. Hier soir, il y a eu arrestation de 44 adeptes de Zebi Ngendakumana. Ils sont détenus au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tenaient une prière dans l'un des ménages du quartier Kinyami, au chef-lieu de la province. La police dit attendre la décision de l'administration. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Les 44 adeptes d'Ezebi Ngendakumana ont été appréhendés le soir de ce mardi au centre-ville de la province d'Ongozi. Ils tenaient une prière dans une des ménages du quartier Kinyami. Ils ont été dénoncés par le voisinage vu qu'ils menaient leur culte d'une façon particulière selon des sources locales. La police les accuse de tenir une prière illégalement. Les 44 ont été acheminés au cachot de la police judiciaire, mais 2 femmes ont été libérées, l'une parce qu'elle est enceinte et l'autre a un nourrisson. Parmi les 44 adeptes des Zebi, certains sont de jeunes filles ayant au plus 15 ans. La police d'Ongozi dit qu'elle ne peut prendre aucune décision. Elle attend les autorités administratives sur les directives à suivre, car ces adeptes des Zebi récidivent. Dans un instant, nous parlons santé. RPA. Toute sortie et entrée en mairie de Bujumbura sera désormais conditionnée par le dépistage du coronavirus. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé publique dans une déclaration aux médias. Tade Ndikumana a annoncé des points de dépistage qui seront installés sur toutes les sorties de la capitale Bujumbura. Quant au vaccin, il a précisé que les premières doses sont déjà en route vers le Burundi. Suivez plutôt le ministre Tade Ndikumana. On a vu qu'il y a tendance à diminution des cas positifs, surtout à l'intérieur du pays, mais même ici à mairie de Bujumbura. Alors, cette tendance doit être maintenue pour qu'on puisse atteindre, pourquoi pas, l'élimination du Covid-19 ici dans notre pays. Ainsi, il y a de nouvelles stratégies qu'on va mettre en place. D'abord, il y a la stratégie de dépistage précoce. Ici, à mairie de Bujumbura, nous avons essentiellement, à part dans les différentes structures de soins, 3 sites, au nord, au centre et au sud du pays. Nous avons vu que la population de la mairie répond, mais pas massivement. À l'heure où nous parlons, on peut voir que dans le site de Ruziba, site de Bon Accueil et le terrain de ce quartier, il n'y a pas du monde. Alors, pour contraindre, je dirais, ou faciliter les citadins de Bujumbura à pouvoir se faire dépister au moins une fois le mois, nous allons aussi installer des sites de dépistage à la sortie de la ville, en plus des sites qu'on a déjà érigés ici à mairie de Bujumbura, et pour permettre à ce que les gens qui montent à l'intérieur puissent bénéficier du dépistage. Cela est motivé par le fait qu'on a vu que pendant ces 2 années de riposte, on peut éliminer le Covid à l'intérieur du pays. Mais comme si c'est la grande agglomération, des fois il y a des gens qui montent à l'intérieur pour des réunions de travail, pour des fêtes, mais qui au retour contaminent les gens de l'intérieur du pays. Ainsi on pourra permettre à ce que les gens qui le désirent puissent se faire dépister à la sortie de la ville. Et à partir du 1er novembre, on aura déjà installé les sites
qui permettront à ce que les gens qui n'ont pas eu le temps de se faire dépister ici à mairie de Bujumbura et qui désirent monter à l'intérieur puissent le faire. Ainsi, on va dériver un certificat qui aura une durée de vie de 1 mois. À propos de la malaria, Tade Ndikumana a précisé que la prise en charge communautaire concernera désormais toute la population sans aucune exception et d'ajouter que son ministère procédera désormais à la distribution continue des moustiquaires en tenant compte des génétiques de moustiques vivant dans l'une ou l'autre localité. Encore une fois, le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana. Nous avons aujourd'hui validé le plan stratégique de lutte contre le paludisme de 2021-2027. Les nouveautés dans ce plan stratégique, c'est essentiellement la décentralisation. Comme vous le savez, on travaille avec les agents de santé communautaire pour dépister et mettre sous traitement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes qui avaient le paludisme au niveau communautaire. Et nous voulons, dans ce plan, et nous allons étendre cette prise en charge communautaire à toute la population. Et cela va réduire sensiblement les cas de complications liées au paludisme parce que le diagnostic précoce au niveau des villages permet à ce que quelqu'un qui est infecté du palud puisse être dépisté avec des techniques de dépistage rapide au niveau communautaire et mis sous traitement de première ligne sans difficulté. Aussi, ça sera renforcé par l'implémentation de la stratégie des postes de soins au niveau collinaire, mais aussi les hôpitaux communaux. Cela reflète la politique du gouvernement qui a décentralisé les soins de santé et jusqu'au niveau primaire. L'autre chose qui est, je dirais, une innovation, c'est que cette année, on pourra faire la distribution des miltes pour toute la population. Mais cette campagne de distribution sera suivie par la distribution continue. Et là où on va remarquer que les moustiquaires sont usés ou ne sont plus efficaces, on va faire la distribution continue. Cette campagne de distribution sera la dernière. Et aussi, les moustiquaires qu'on va distribuer tiennent compte de l'étude génétique des moustiques qui se vivent dans notre pays. Alors, on doit adopter des stratégies de l'environnement de la santé pour pouvoir identifier les génétiques des moustiques et pour pouvoir aussi l'insecticide qu'on met dans les moustiquaires sera corollaire au type génétique des moustiques qu'on a identifié, ce qui est une très bonne chose. Voilà, c'est Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique du Burundi. Je vous le disais en titre, le prix officiel du ciment Buseko n'est toujours pas respecté. En mairie de Bujumbura, ce ciment est vendu clandestinement et à un prix élevé. Les propriétaires des chantiers demandent au gouvernement de faire respecter le prix officiel. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, un sac de ciment Buseko n'est vendu que moyennant paiement d'une somme minimale de 30 000 francs. Selon nos sources de différents quartiers, l'avoir aussi à ce prix n'est toujours pas évident. Pourtant, le prix officiel d'un sac de ciment est de 24 500 francs. En cas de manque de ciment Buseko, certains utilisaient le ciment nommé Dangote. Les prix de cette catégorie ont également aujourd'hui grimpé, comme témoigne cet habitant. La question du manque du ciment est devenue casse-tête ici au Burundi. Le gouvernement croit qu'un sac de ciment de Buseko coûte 24 500. Mais c'est faux. Un sac coûte 33 000 partout. Le ciment de type Dangote s'achète à 40 000 le sac, alors qu'avant c'était 28 000. Les habitants grognent et ne savent plus quoi faire car ils ne parviennent plus à trouver le ciment de Buseko. Ceux qui utilisent le ciment de Buseko soulignent que même s'ils payent ce prix élevé, les vendeurs mettent sur les récits le prix officiel. Dans tous les quartiers de la mairie de Bujumbura, l'on ne respecte pas le prix officiel. Nous l'achetons à 33 000 le sac, mais sur le récit, il marque le prix officiel 24 500. Et si tu refuses, ils ne te donnent pas le ciment. Donc, les commerçants le vendent clandestinement. Un camion de Buseko bien chargé avec plus de 500 sacs peut débarquer dans le quartier asiatique et quelques minutes après, le vendeur du ciment annonce aux clients que le stock est vide. Quand nous demandons pourquoi, il nous répond que la situation est due au manque de devises.
Ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, tout comme ceux qui possèdent des chantiers, indiquent que cette pénurie du ciment ne date pas d'aujourd'hui et de demander au gouvernement de faire respecter les prix fixés. Ça fait quelques mois que nous faisons face à cette pénurie du ciment. Moi-même, j'ai un chantier, j'ai acheté plus d'une fois un sac de ciment à 33 000. Là aussi, tu dois être proche de ce commerçant pour qu'il te donne entre 3 et 5 sacs de ciment pour 33 000 le sac. La population demande que le gouvernement veille à ce que le ciment soit vendu au prix qu'il a fixé. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre la direction d'Obuseco ainsi que le ministère du Commerce, mais sans succès. Rendons-nous à présent à Muyinga où il y a manque de carburant de type essence et mazout. Au chef-lieu de cette province depuis plus d'un mois, le peu qui est disponible est vendu sur le marché noir et à un prix exorbitant. Francine Mahoro. La province Ngozi a enregistré 3 assassinats cette semaine écoulée. La première victime est un septuagénaire d'Inodandre Seruganda. Il a été tué poignardé à l'aide d'un couteau dans un centre de santé de Nyagatovu en commune Tangara samedi dernier. La victime avait été admise dans cette structure sanitaire le même jour après avoir été passée à tabac. Les auteurs de ces crimes, qui sont des flairés, ont été arrêtés par la police. Toujours en province Ngozi, des enfants d'Inodo Niukuri Keve, âgés de 4, et Irakoze Nikeze, âgés de 5, ont été assassinés et enterrés dans un même fossé sur la colline Ruyaga, zone Musenyi, commune Tangara, où ils ont été découverts mercredi dernier. Les 2 enfants de leur père sans frère étaient introuvables depuis 2 jours. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. 4 personnes ont été appréhendées par la police. La dernière victime que la rédaction de la RPA a pu connaître est de la province Makamba. Il s'agit d'un prénommé Stéphane. Il a été tué samedi dernier par coup de pierre et sa maison a été brûlée par la population sur la colline Kidelege, zone Kazirabageni, commune Nyanzarake. Il était accusé de sorcellerie. Les administratifs en commune Nyanzarake demandent à la population de ne pas se faire justice. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.